l'ouverture ce vendredi à Yamoussoukro du 44e sommet ordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était en présence de 14 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine, dont Alassane Ouattara, le président sortant de la conférence. C'est officiel, la chaîne de télévision TV5 Monde sera le diffuseur panafricain du programme Interville produit par la RTI. L'annonce a été faite ce vendredi par les deux directeurs généraux de la RTI et de TV5 Monde. Et puis, cette bonne nouvelle pour la communauté catholique du diocèse d'Abidjan. L'État entend contribuer à la réhabilitation de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan à hauteur de 2 milliards et 100 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons ce journal avec l'ouverture ce vendredi du 44e sommet ordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre se tient à Yamoussoukro en présence de 14 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Ce 44e sommet ordinaire de la CEDEAO est marqué par le point des situations de sortie de crise au Mali et en Guinée-Bissau, mais aussi la finalisation de l'accord de partenariat économique Afrique de l'Ouest, Union européenne, ainsi que l'élection d'un nouveau président à la tête de l'organisation sous-régionale. Jérôme Kofi Abolin était à l'ouverture du sommet. Son reportage. 5 interventions pour marquer l'ouverture de cette session de la CEDEAO, la 44e du genre. D'abord, l'allocution de bienvenue du maire de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, ville hôte de cette rencontre. Ensuite, comme l'ont fait les représentants de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies, le président de la commission de la CEDEAO a rendu un vibrant hommage au président en exercice de la conférence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Désiré Kadri-Ouedraogo a indiqué que les avancées de la CEDEAO au stade actuel concernant tous les chantiers d'intégration n'auraient pas été possibles sans la vision, la clairvoyance et surtout le leadership du président Alassane Ouattara, citant à titre d'exemple l'action menée pour empêcher le Mali de sombrer dans le chaos. Toute chose pour mettre un point d'honneur à la promotion de la démocratie en Afrique avec l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême du Mali. Réagissant, le président Alassane Ouattara a exprimé sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenu durant ces 2 ans de mandat. Pour lui, la CEDEAO, avec la poursuite de la mutualisation des efforts, est d'un avenir prometteur. Une nouvelle ère s'ouvre pour notre organisation, porteuse de plus de démocratie, de croissance et de progrès. Elle sera marquée par l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens, et la marche irréversible vers la monnaie unique. Ensemble, nous avons décidé de bâtir un espace économique de référence doté d'infrastructures modernes. Les négociations sont en cours pour mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation et à la réhabilitation des grandes infrastructures d'interconnexion routière, ferroviaire, électrique, énergétique, par câble dans la plupart des États. Au titre des réformes institutionnelles, des orientations prises par notre organisation pour garantir une plus grande efficacité du fonctionnement de la Commission et des autres institutions de la communauté sont à saluer, notamment l'élargissement de la Commission de 9 à 15 membres. Au regard de toutes ces avancées, l'espoir est permis de croire que la vision 2020 de la CEDEAO pour passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples sera une réalité. Le président Alassane Ouattara, à l'instar de ses pairs Boni Yayi du Bénin, Jonathan Goodluck du Nigeria et Blaise Compaoré du Burkina Faso, a reçu un trophée pour tout ce qu'il fait et continue de faire pour l'Afrique. Ce cérémonial de récompense, comme un autre temps fort de l'ouverture ce vendredi 28 mars 2014 des travaux du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Yamoussoukro.
Et après cette cérémonie d'ouverture, les chefs d'État présents dans la capitale politique de notre pays se sont rencontrés à huis clos. 6 points étaient à l'ordre du jour, notamment le rapport annuel du président de la commission de la CEDEAO, celui de la 71e session du Conseil des ministres, le rapport de la 31e réunion du Conseil de médiation et de sécurité et bien sûr le point de la situation en Guinée-Bissau. Awa Touré. Les 14 chefs d'État et de gouvernement présents à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, à l'issue de la cérémonie d'ouverture de ce 44e sommet de la CEDEAO, se sont retrouvés pour une séance à huis clos. Séance consacrée à l'examen de la situation au Mali et en Guinée-Bissau, avec la présentation par le médiateur de la CEDEAO, Blaise Compaoré, d'un rapport sur le Mali et le point sur la situation actuelle en Guinée-Bissau par le président du groupe de contact régional, Goodluck Jonathan. Également au cœur des travaux à huis clos, le projet d'accord de partenariat entre la CEDEAO et l'Union européenne. Les rapports du président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo, du Conseil des ministres de la CEDEAO et de la réunion du Conseil de médiation et de sécurité. Ces travaux de la 44e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est aussi marqué par l'élection du président de la conférence. Et le point d'orgue de la cérémonie de clôture sera l'entrée en fonction du nouveau président en exercice de la CEDEAO avec la passation des pouvoirs entre le président sortant Alassane Ouattara et le président élu. Les chefs d'État de la CEDEAO auront le choix entre les présidents ghanéens, libériens et sénégalais pour présider aux destinées de leur organisation commune pour 1 an. Et puis, les présidents Goodluck Jonathan du Nigeria et Blaise Compaoré du Burkina Faso se sont entretenus avec le chef d'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui s'est réjoui des avancées notables enregistrées dans le cadre des négociations sur les APE, les accords de partenariat économique. Goodluck Jonathan et Blaise Compaoré en ont profité pour saluer l'engagement personnel du président ivoirien dans la marche vers l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Ce 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO enregistre également la présence de nombreuses personnalités venues d'autres pays. Parmi elles, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jesús Manuel Aldaz, qui est venu apporter le soutien de son pays à la communauté. Thomas Guessambi. Ils ont quasiment tous répondu présents à cette 44e session ordinaire de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté. Ils ne sont pas seuls à cette rencontre de Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Des partenaires de l'organisation sous-régionale y sont aussi, comme le ministre des Affaires extérieures et de la coopération du Royaume d'Espagne. Jesús Manuel García Aldaz dit être là pour témoigner de la volonté de son pays à continuer d'œuvrer avec la CEDEAO. L'Espagne est un pays qui collabore avec la CEDEAO et nous allons signer un accord de coopération avec le secrétariat de la CEDEAO en matière d'agriculture. Moment de rencontre et d'échange, le ministre espagnol y évoquera sans doute la question de la candidature de son pays pour intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Nous sommes un pays candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent et nous croyons que nous pouvons faire, si nous sommes élus, nous pouvons faire beaucoup de travail pour la région et pour l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous de haute diplomatie, la 44e session ordinaire de la CEDEAO devrait prendre fin ce samedi avec la désignation du successeur au président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de l'organisation. Plusieurs fois reportée depuis son annonce en 2013, la visite officielle de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale dans la région de l'Agné-Bitiassa, aura bel et bien lieu. Elle sera effective pour une durée d'1 semaine à compter du 10 mai prochain. La date vient d'être fixée par Guillaume Soro lui-même au cours d'une rencontre avec les populations de la région. Le compte-rendu de Léon Brou. Le président de l'Assemblée nationale va-t-il ou non effectuer sa visite officielle annoncée depuis 2013 aux populations de l'Agné-Bitiassa?
Face aux dignitaires de la région ce vendredi pour répondre à cette question, Guillaume Soro s'est montré formel. J'irai passer une semaine avec vous au mois de mai. La visite aura lieu à partir du 10 mai 2014 pour parler des questions de l'Assemblée nationale, des questions du pays, des questions de la réconciliation nationale et de la reconstruction du pays. Cette fois-ci, c'est la bouche même du président qu'on nous a indiqué la date. Je pense que maintenant, nous pouvons ventiler cette nouvelle. Propager la nouvelle, la bonne, pour sensibiliser les différentes couches sociales de l'Agnébitiassa, a réservé au président de l'Assemblée nationale l'accueil dû à son rang. Les élus et cadres sont également disposés, selon le président de la région. Martin Mbolo espère la levée des entraves au développement. De nombreux conflits liés au foncier rural au titre de la sécurité. La région de l'Agnébitiassa compte le plus grand nombre de barrages militaires au kilomètre. Comme à ces doléances, Guillaume Soro a sur place répondu favorablement aux souhaits de ses hôtes de voir des infrastructures de leur région, dont les réseaux routiers, électriques et d'eau potable réhabilités. Mieux, le président de l'Assemblée nationale promet que ces difficultés vont connaître des réponses définitives avec le président Alassane Ouattara, déjà favorable pour effectuer une visite d'État dans la région de l'Agnébitiassa. Les directeurs généraux des chaînes de télévision RTI et TV5 Monde ont animé ensemble une conférence de presse ce vendredi ici à Abidjan. Et pour cause, un partenariat lie les deux structures, un partenariat qui fait donc de TV5 Monde le diffuseur panafricain du programme Interville produit par la RTI que la chaîne française vient d'acheter. Les précisions d'Herman Niamia. À partir de juillet 2014, l'émission Interville produite et diffusée par la RTI sur ses antennes sera vue dans l'ensemble des pays africains. Et c'est à l'initiative de TV5 Monde, la chaîne française des services publics, qui a acheté le programme avec la RTI. Au cours d'un petit déjeuner de presse, le directeur général de TV5 Monde a souligné que des réflexions sont menées avec la RTI pour pérenniser l'émission. Je connais Interville de très longue date, puisque je l'avais produit moi en France sur France 2, donc je connais la puissance de ce programme. Je sais combien ça touche un très grand nombre de gens. Je sais combien ça plaît aux enfants, ça plaît aux adolescents, mais ça plaît aux grands, etc. C'est un programme familial. L'émission Interville sera vue dans 49 pays d'Afrique, ce qui représente une audience d'environ 1 milliard de téléspectateurs. Un bon point pour la RTI qui entend prendre une bonne part du marché mondial des programmes estimés à 50 000 milliards de francs CFA. C'est une formidable opportunité commerciale et la RTI entend prendre une part de ce marché. Au niveau de l'Afrique, nous sommes à 250 milliards de marché. Pendant très longtemps, nous avons acheté des contenus à l'étranger. Nous pensons que l'heure est arrivée aujourd'hui pour la RTI de pouvoir capter une partie de ces ressources et que le secteur de l'audiovisuel devienne un secteur qui exporte, comme à l'instar d'autres secteurs en Côte d'Ivoire. La RTI engagée dans une dynamique de développement n'entend donc pas s'arrêter en si bon chemin. Et la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien, qui se précise de plus en plus, est un motif qui galvanise davantage la direction générale. La finale de l'émission Interville, objet de ce partenariat entre la RTI et TV5, est prévue pour ce samedi 29 mars. Je vous rappelle donc que c'est demain, samedi 29 mars, que se déroule au Palais des Sports de Treichville la finale du jeu concours Interville. Une finale qui opposera l'équipe de Séguéla à celle de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et bien sûr, le directeur général de TV5 Monde assistera à cette finale. La plateforme e-conférence en partenariat avec l'ANSUT, l'Agence nationale de services universels des télécommunications, a organisé du 26 au 27 mars dernier la 4e édition de l'événement régional des IT et télécom à Abidjan. Ce forum devrait apporter un éclairage sur les nouveaux créneaux porteurs d'un secteur en évolution et l'impact de la convergence sur les nouveaux business modèles des opérateurs de téléphonie. Le reportage de Patrice Kouakou. Le marché des télécommunications en Afrique s'accroît au rythme accéléré de 30%. Cette croissance est marquée par l'activité des opérateurs de ce secteur,
La rencontre des télécommunications et des technologies de l'information a permis aux acteurs de partager leurs expériences respectives. Aujourd'hui, il faut reconnaître que viser l'émergence en 2020 suppose aller vite et de façon efficace. La convergence des télécommunications et des technologies de l'information est devenue très importante. Le secteur représente une contribution au produit intérieur brut de 6% en Europe et 7% aux États-Unis et impacte pour 50% la croissance au niveau mondial. Il y a une convergence d'esprit sur le désenclavement des populations et la gestion des modes de communication dans un souci de développer le partenariat Sud-Sud. C'est pour cela que les acteurs des TIC réorientent leur stratégie et définissent des approches adaptées à un environnement en pleine mutation. Il est aujourd'hui indéniable que les technologies de l'information et de la communication et la généralisation de leurs usages sont un facteur de développement socio-économique, de compétitivité, de création d'emplois, de diffusion du savoir, d'amélioration de l'offre des services aux populations, etc. Cet événement régional va contribuer à bâtir les piliers d'une économie numérique forte pour réaliser une Afrique émergente. Le reportage de Patrice Kouakou a été commenté pour vous par Léon Brou. L'aménagement urbain, les stratégies et perspectives des logements sociaux ont été abordés hier à la tribune Les rendez-vous du gouvernement. Mamadou Sanogo, le ministre de la Construction, indique que les travaux d'urbanisation d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays sont en bonne voie. Pour ce qui est des logements, le ministre rassure en ce qui concerne le bon déroulement de la deuxième phase des présouscriptions lancées en février dernier. De grandes réformes sont également annoncées pour permettre aux populations de participer à l'amélioration de leur cadre de vie. Retour sur ce dernier rendez-vous du gouvernement avec Zani Gabriel. Il est le 4e ministre à passer devant les journalistes dans la tribune Les rendez-vous du gouvernement organisé par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, a exposé sur les actions de son département dont il a la charge depuis plus de 2 ans. Parmi ces actions, la révision des plans d'urbanisme des villes et communes du pays. Il s'agit d'identifier un peu tous les sites où nous allons réaliser les grands projets, les gares routières, les voies de contournement, l'emprise de toutes les voies de circulation, les centres commerciaux, etc. À côté des réformes relatives à l'accélération des procédures de délivrance des actes de construction, la réforme de la copropriété sera bientôt mise en vigueur. La mesure pourra résoudre durablement les cas d'insalubrité constatés dans les habitats collectifs tels que les 220 logements Sikoji dans la plupart des communes d'Abidjan. Lors des échanges, la question du carrefour de l'Indénié a été une fois de plus remise sur la table et voilà ce qui est prévu. Du côté de la casse, nous sommes en train de bétonner des canaux qui vont amener l'eau au bassin. C'est pour éviter que l'eau ne puisse charrier la boue, les vases et les déchets solides. Ces travaux se font dans le silence et les Ivoiriens ne le savent pas malheureusement. À l'heure où je vous parle, en contrebas de la gendarmerie Agban, il y a un grand bassin d'orage là-bas et un barrage écrêteur financé par la BAD qui est en train d'être réalisé. Enfin, c'est sur une note de satisfaction que Mamadou Sanogo a abordé le sujet des logements sociaux. Le fonds séquestre du projet se lève actuellement à un peu plus de 13 milliards de francs CFA, gage que les Ivoiriens sont confiants et que le projet se porte bien. Les premières journées portes ouvertes de la femme militaire qui se sont déroulées dans les locaux du ministère de la Défense ont pris fin hier. À la cérémonie de clôture, donc, des recommandations ont été faites en vue d'une plus grande représentativité des femmes au sein des forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. En présence de tous les représentants de plusieurs ministères techniques, ainsi que des responsables du système des Nations Unies, la directrice de la santé et de l'action sociale des armées, le médecin général des brigades Kwame Akissi, par ailleurs présidente du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement en faveur de l'intégration de la femme dans l'ensemble des instances de gestion et des domaines d'activité en Côte d'Ivoire, en particulier la présence des femmes dans l'armée et leur future entrée à la gendarmerie nationale. Nous avons eu la visite spéciale du général Niang
Et nous avons mis en place un comité de réflexion pour continuer de réfléchir sur l'intégration des femmes dans les forces armées de Côte d'Ivoire. La lecture de la note et des synthèses des 3 jours de travaux a été ensuite faite par le médecin colonel-major Abou Anne-Marie avec quelques recommandations. La promotion d'une culture organisationnelle permettant une bonne intégration des femmes dans les forces armées. Continuer la collaboration et le partage d'expériences avec les pays frères de la sous-région, particulièrement le Sénégal, pour approfondir les leçons tirées de son expérience sur l'intégration des femmes dans la gendarmerie. Comme les représentants des autres pays participants, la délégation sénégalaise conduite par le général de brigade Meïssa Niang, haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire, est venue apporter l'expérience de ce pays frère en matière d'intégration du genre. Et ce partage d'expérience va se poursuivre dans le temps, parce que la délégation ivoirienne aussi sera bientôt à Dakar pour échanger davantage avec nous et pour que vraiment ça soit un pari réussi en Côte d'Ivoire. Plusieurs autres activités sont prévues en vue d'une plus grande sensibilisation des populations sur l'importance de la présence des femmes au sein des forces de sécurité et de défense de Côte d'Ivoire. On reste avec Abou Sanogo pour se rendre cette fois dans la région du Loboutou, à Dabou, plus précisément. Le week-end dernier, les filles et les fils de la région, réunis au sein d'une association dénommée Jured, ont décidé d'oublier le passé pour construire l'avenir du Loboutou. Pour eux, la réconciliation est la base du développement. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Martin Luther King. Dabou, ville située à 27 km de la capitale économique ivoirienne Abidjan, a été l'un des théâtres de tension pendant la crise ivoirienne, entraînant ainsi des divisions entre ses habitants. Aujourd'hui, plus que jamais, fils et filles de cette localité adeptes de Martin Luther King s'impliquent fortement dans la réconciliation pour le développement de leur région. Nous sommes appelés, nous parler entre nous pour défendre et protéger Dabou, parce que les autres régions sont en développement. Pourquoi Dabou aussi ne pas avoir aussi son développement? Nous allons continuer à entrer dans les villages, dans les hameaux pour parler de paix. Pour réussir ce coup, les jeunes du Loboutou, réunis au sein de la Jeunesse Unie pour la réconciliation de Dabou, Jured, ont adressé une invitation spéciale à Zadi Djedji, président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, désormais préoccupé par cette valeur de vie. Chacun doit avoir le bon ton. Chacun doit être réaliste pour demander pardon. Et je suis venu ce matin leur demander d'aller à la réconciliation et d'accepter la main tendue du président de la République. Les hommes passent, la Côte d'Ivoire reste. Le temps de la guerre est passé. Le temps de la paix a sonné. C'est pourquoi je demande à tout le monde de s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation. À Dabou, avec la Jured, plus question de seulement parler de réconciliation, mais surtout la pratiquer. Le reportage est signé Abou Sanogo et Sidonie Davila. On se souvient, il y a quelque temps, du cri de cœur lancé par la communauté catholique du diocèse d'Abidjan. Eh bien, ce cri de cœur a été entendu par l'État de Côte d'Ivoire. La cathédrale Saint-Paul du Plateau, actuellement dans un état de dégradation très avancé, sera réhabilitée. 2,9 milliards, c'est le montant qu'il faut pour régler tous les problèmes d'étanchéité auxquels sont confrontés l'édifice. Et l'État entend contribuer à hauteur de 2,1 milliards de francs CFA. L'information a été donnée ce matin par le Père Augustin, le chargé de communication du diocèse d'Abidjan. Les prières de la communauté catholique du diocèse d'Abidjan exaucées. L'État s'engage à réhabiliter la cathédrale Saint-Paul du Plateau à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, sur les 2,9 milliards nécessaires à la restauration de l'édifice. La paroisse sera dans une semaine en chantier. L'État de Côte d'Ivoire a décidé d'aider à la restauration de la cathédrale à hauteur de 2,1 milliards. Cette somme prend pratiquement en compte tous les besoins de la restauration de la cathédrale. Merci au chef de l'État qui a promis et a respecté son engagement. Les plus heureux sont les fidèles chrétiens qui ont vu leur église tomber en ruine et qui la verront renaître de ses cendres dans 6 mois, délai d'exécution des travaux. C'est un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de reconnaissance qui m'anime.
Et reconnaissance envers donc, le chef de l'État et de tout son gouvernement qui, bien que nous soyons dans un État laïque, décide d'apporter un coup de main, une aide précieuse donc, à la réhabilitation de notre édifice. C'est l'occasion aussi peut-être de sensibiliser les cadres catholiques afin qu'ils puissent donc se mobiliser pour l'entretien des édifices qui ont été construits. Ce que l'État de Côte d'Ivoire vient de faire pour tous les catholiques, ça fortifie déjà notre foi. Je souhaiterais que ça ne s'arrête pas jusqu'à la cathédrale. Peut-être qu'il y a bien d'autres joyaux aussi que l'État pourrait éventuellement aider à restaurer. Inauguré en 1985 par le pape Jean-Paul II, l'édifice a pris des rides au fil des années. C'est en 2011, au cours de la crise post-électorale, qu'il a subi le plus de dommages. L'histoire retiendra que les premiers signes de sa résurrection sont apparus en 2014 au cours du carême chrétien. L'actualité hors de chez nous à présent. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a annoncé ce vendredi la réintégration dans ses instances de Madagascar. On se souvient que le pays a été suspendu depuis le coup de force de 2009. L'OIF prend ainsi acte du retour à l'ordre constitutionnel après l'élection du président Eri Rajaonarimampianina. Après 5 ans de mise au ban et de sanctions par les organisations internationales, voilà enfin une bonne nouvelle pour Madagascar. Le pays retrouve sa place au sein de la grande famille francophone. C'est aussi un message envers, que ce soit les dirigeants malgaches, de garder, de continuer dans cette voie de la démocratisation, mais aussi c'est un signal envers les partenaires, la communauté internationale dans son ensemble, que Madagascar est un pays, comme les autres, un pays fréquentable. Soulagement aussi au centre culturel de Tananarive. Cet espace créé par l'Organisation internationale francophone tournait au ralenti ces dernières années. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Une délivrance parce qu'on va pouvoir tout renouveler, on va pouvoir tout remettre en route. Ça ne s'est pas arrêté, cependant, il y a eu un ralentissement des activités. Lecture, jeux, équipements audiovisuels ou bien encore connexion Internet. Ici, tout est financé par l'OIF, un centre très fréquenté par les jeunes malgaches. Ici, il y a toujours de nouveaux documents et on a le choix. Je suis plus satisfaite ici qu'ailleurs et j'y viens souvent. L'abonnement à la bibliothèque est gratuit. En plus, il y a des livres qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a actuellement une vingtaine de centres de lecture et d'animation culturelle dans le pays. Des centres qui devraient se développer grâce à l'aide indispensable de l'Organisation internationale francophone. Je vous propose maintenant l'actualité sur le continent, en bref et en images. Première destination, la Libye. Les membres d'équipage du pétrolier a résonné lundi au large de la Libye alors qu'ils venaient de charger du pétrole dans un port tenu par des rebelles autonomistes, sont détenus dans de bonnes conditions à Tripoli. De plusieurs nationalités, ils attendent maintenant d'être relâchés car aucune charge n'a été retenue contre eux. Lundi dernier, le Morning Glory, navire battant pavillon nord-coréen, avait été intercepté en mer par des forces spéciales américaines et remis aux autorités libyennes. Il transportait du brut acheté dans le port d'El Cedra à l'est de la Libye, où des rebelles réclamant un système fédéral défient l'autorité centrale et bloquent les terminaux pétroliers. Environ 800 migrants ont tenté vendredi matin de franchir le grillage de 7 mètres qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla, avec le soutien de leurs compagnons de route qui se trouvent du bon côté de la frontière. Seule une dizaine de migrants ont réussi à passer, une vingtaine sont restés un moment juchés sur le grillage avant de redescendre côté marocain. Les deux enclaves espagnoles au nord du Maroc connaissent depuis le début de l'année une forte pression migratoire. Plus d'1 millier de subsahariens sont entrés à Melilla depuis début février. À quelques semaines des commémorations du génocide au Rwanda, l'assistant du secrétaire général de l'ONU s'est félicité de l'action du tribunal pénal pour le Rwanda. Selon lui, le TPIR a parfaitement rempli sa mission.
Nous avons réussi à poursuivre les dirigeants. Beaucoup d'entre eux ont été punis et envoyés en prison pour de longues peines. Installé à Arusha en Tanzanie, le TPIR a jugé 79 personnes et condamné 62 d'entre elles. Son mandat expire fin 2014 et il sera totalement démantelé en septembre 2015. Une semaine après le réseau Twitter, le gouvernement turc a bloqué hier jeudi l'accès à la plateforme YouTube après une nouvelle fuite gênante pour Ankara avec la diffusion de l'enregistrement d'une réunion confidentielle évoquant une intervention militaire turque en Syrie. À 3 jours d'élections municipales cruciales pour le gouvernement, cette fuite dernière d'une longue série a provoqué la fureur du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan qui a promis à ses auteurs de les poursuivre jusque dans leur cave. C'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble.